Daniel Arouet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes contrôleur général des armées. Daniel Arouet, vous connaissez bien l'aspect militaire. Vous êtes aussi un observateur de ce qui se passe depuis maintenant le mois de janvier avec ces attentats en France, en janvier, en novembre et mardi dernier à Bruxelles. Visiblement, que ce soit l'arrestation d'Abdeslam, que ce soit les coups portés à l'État islamique, les cellules opérationnelles qui sont basées aujourd'hui en Europe agissent de façon complètement indépendante, et je dirais même qu'il n'y a pas de relation directe entre l'arrestation d'Abdeslam et par exemple les attentats de Bruxelles. Beaucoup ont fait le lien, mais ces attentats demandent une certaine préparation. Et puis on s'aperçoit de cette tentacule qu'est le djihadisme et l'islamisme radical implanté en Europe, parce qu'on s'aperçoit que eh bien, ces cellules sont les mêmes qui ont opéré à Paris, qui opèrent à Bruxelles, qui demain opéreront dans un autre pays européen. Aujourd'hui, l'Europe, je dirais, est face à un dilemme. Comment lutter très efficacement contre ces réseaux terroristes, tout en gardant ce qui fait la spécificité de l'Europe, un espace de liberté, de dialogue, de démocratie, et dans le même temps, ne pas désigner nommément l'ennemi, faire comme si c'était... J'écoutais un micro-trottoir de Belges après les attentats, et l'une des personnes disait « Ah ben je suis content parce que notre Premier ministre n'a pas employé le mot de terroriste », comme si il ne fallait pas nommer les choses. Oui, bah écoutez, en disant cela, vous soulignez un point essentiel de ce grand combat dans lequel on est engagé, c'est que nous sommes sur le terrain de l'idéologie. Et à travers cet exemple belge, vous nous montrez effectivement combien les gens qui ont été interrogés sont les victimes de cette idéologie, c'est-à-dire une idéologie qui vise à neutraliser complètement l'adversaire, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas djihadistes, wahhabites, salafistes, etc., enfin, qui ne sommes pas dans cette mouvance de l'islam violent, eh bien, nous sommes dans une situation de neutralisation où non seulement nous ne voulons pas nommer l'adversaire, mais nous ne voulons pas le voir, puisque depuis des décennies maintenant, quand on regarde bien la chronologie des choses, on voit une espèce d'infiltration qui se met en place. Alors, bien sûr, quand on dit infiltration, on dit c'est complotiste, etc. Non, il suffit de regarder le développement des mosquées sponsorisées, notamment par l'Arabie Saoudite, voire par le Maroc. Et je me souviens moi-même, d'ailleurs, dans un certain nombre de mes fonctions antérieures, avoir été avec des auditeurs de sessions diverses et variées, voire sur le terrain, dans les banlieues difficiles, les imams des mosquées, et tout le monde s'ébahissait, préfet en tête, en notre présence, du bonheur qu'il y avait d'avoir des religieux pour tenir les jeunes qui avaient tendance à faire un peu des bêtises et à les remettre un petit peu droit, de manière à ce que ils puissent vivre bien selon les bons préceptes dans la société. Seulement, ce qu'on ne voyait pas encore, c'est que marcher droit, etc., c'était pas marcher droit dans les règles de la République, c'était marcher droit dans les règles propres à ces imams radicaux, je crois qu'on peut utiliser le terme dans ce cas-là. Et ce travail s'est fait pendant longtemps, à la fois à travers la légende qui est véhiculée, qui a été véhiculée d'abord par des cassettes vidéo VHS, et puis on s'est modernisé, etc., pour arriver à Internet maintenant, sans oublier de passer par les cassettes sonos qui étaient mises dans les taxis auxquels on ne comprenait rien quand le taxi nous emmenait de la gare Montparnasse jusqu'à la gare de Lyon, moyennant quoi on était là dans ce travail de fond. Et là maintenant, il faut vraiment prendre conscience du fait que nous sommes face avant tout à une idéologie
Hein, les combattants ne sont que le bras armé de cette idéologie, donc il faut s'en prendre à elle. Daniel Arouette, Michel Sapin déclarait au lendemain des attentats de Bruxelles, autrement dit hier, mercredi, il déclarait que les Belges avaient fait preuve d'une certaine naïveté, notamment dans ce fameux quartier de Molenbeek. Mais sa réflexion, d'ailleurs, qui a un peu heurté les Belges, et on peut le comprendre, cette naïveté, est-ce que c'est la même qu'on a rencontrée en France, qu'on rencontre en Allemagne, qu'on rencontre en Italie, qu'on rencontre en Espagne, et est-ce que derrière cela, il n'y a pas un clientélisme électoral qui fait que les politiques se disent, avec ce fameux pas d'amalgame, bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on ne met pas tous les musulmans dans le même panier, comment on agit concrètement ? Eh bien, la grande difficulté, effectivement, c'est que, vous voyez, à travers cette formule utilisée par M. Sapin, là, qui est pleine de condescendance et de mépris, on a encore une illustration, si vous voulez, de cette posture non réaliste face aux problèmes qui se posent devant nous. Hein, vous avez vu sans doute les débats concernant Trappes, Sevran et un certain nombre d'autres lieux où effectivement, sauf si vous êtes membre du think tank Terra Nova et que vous ne travaillez sur les banlieues qu'à partir des bureaux du 7e arrondissement de Paris, mais si vous allez vous réellement sur le terrain, vous verrez le poids de cette puissance, de ce pouvoir local quasiment autonome qui s'est installé, qu'on voit d'ailleurs très très souvent circuler sur le web sous la forme d'une patrouille de police qui arrive dans un quartier et qui se fait repousser. Pas plus tard qu'hier soir, je voyais une scène de cette nature qui s'est déroulée dans certains quartiers d'Amiens. Donc il y a nombre de quartiers comme ça dans lesquels une espèce d'autorité autonome, qui a reposé pendant longtemps sur le pouvoir des caïds locaux, qui contrôlaient ces quartiers pour y faire leur trafic de toute nature. Bon, et maintenant on sait bien quelle est la transition entre les caïds de quartier et puis les caïds islamistes, quoi. C'est-à-dire qu'on s'achète une virginité où on trouve un moyen peut-être plus efficace d'affirmer sa puissance de dur, au service d'une cause, bien sûr, qu'on met au pinacle un petit peu de manière à anoblir son activité, mais ça reste la même chose, c'est-à-dire que c'est habité toujours du même esprit totalitaire, du même refus de l'altérité. Là, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que cette posture dans laquelle se trouvent ces groupes, les gens de certains quartiers, etc., c'est une posture qui a été construite sur la base d'une faiblesse intrinsèque de notre société, et de la société française en particulier, qui est une posture de culpabilité permanente, où on s'attribue tous les péchés de la terre. Alors, la colonisation représente bien sûr une espèce de point d'orgue dans cette affaire, mais avec une incapacité à regarder l'histoire sur le long terme. Pour regarder simplement et pour éradiquer cette affaire de culpabilité de la colonisation, pourquoi la France est-elle allée en Algérie en 1830 ? Pour la bonne et simple raison que ça faisait 1000 ans que les raids musulmans arabes depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe du Sud, c'est-à-dire le sud de la France, provoquaient à la fois des carnages dans les endroits où les Arabes débarquaient, les Européens du Sud étaient emmenés en esclavage en Afrique du Nord, les hommes étaient transformés en eunuques. Alors, bien sûr, on peut dire, oh là là, oui, mais ça, c'est ancien, c'est vieux. Oui, mais d'accord, mais pendant 1000 ans, ça a existé avant qu'on aille là-bas. Donc, si on doit faire un bilan, une addition globale pour dire qui est bon et qui est méchant, je crois qu'il faut tout compter. Et donc, personne n'a intérêt à ce qu'on essaye d'établir des factures historiques sur qui est coupable de quoi, parce qu'on est à peu près assuré de trouver une quantité de culpabilité, si ce n'est égal, au moins de taille plus ou moins comparable entre les différents acteurs du jeu international. Donc, il faut sortir de ce sentiment de culpabilité-là. Et c'est cette culpabilité qui a conduit à se dire, bon, eh bien, ces gens-là ont été tellement malheureux qu'il faut les laisser entrer chez nous. Et le problème, c'est que quand on laisse entrer
des gens parmi lesquels historiquement on sait que s'infiltrent, je vous ai dit, ces imams radicaux, mais maintenant il y a des flux de militants, de combattants de Daesh qui s'intègrent dans les flux d'immigrés. Eh bien, si on regarde la chose avec cet esprit de pathos, et cet esprit de culpabilité, eh bien, on ne sait pas trier le bon grain de livret, on ne sait pas prendre pour l'accueillir dans notre pays un migrant sincère, honnête, désireux de vivre en démocratie, de s'épanouir culturellement, familialement, etc. Et on les confond avec ceux qui sont capables maintenant de placer des bombes dans nos gares. Vous nous disiez il y a quelques instants que ce combat se situait sur l'idéologie. Comment on combat l'idéologie salafiste, radicale, islamiste? Est-ce que par exemple, un ancien membre des services secrets français me disait on pourrait, par exemple, mettre hors la loi le salafisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? On a mis hors la loi certains groupes radicaux, politiques. Est-ce qu'on peut le faire, par exemple, pour le salafisme? Écoutez, il faut là avoir les yeux en face des trous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut ouvrir en France ou créer en France un parti nazi? Bien évidemment non. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que les nazis ont fait dans le passé, et on se dit plus jamais ça. Bon, alors ouvrons les yeux aujourd'hui. Le parti nazi du moment, c'est quoi? C'est très clairement Daesh. Daesh qui coupe les têtes en public pour impressionner tout le monde, qui massacre des populations entières, qui ouvre des marchés aux esclaves dans lesquels on vend des petites filles, des femmes, même des femmes très âgées avec des tarifs différents selon le niveau de consommabilité de ces personnes. Mais attendez, si on a besoin d'aller plus loin dans l'horreur, jusqu'où irons-nous? Donc là, il est clair qu'on est sur un terrain où on a une addition du mépris de tout ce qui n'est pas musulman, les kafirs, etc. Bon, ensuite les apostats, les gens qui ont renoncé à la religion, à l'islam, les femmes qui sont maintenues dans un état de suggestion animale, où il faut les recouvrir de tissus pour ne pas avoir l'horreur de l'attrait qu'elles exercent sur les hommes. Donc on est là véritablement complètement dans la folie. La folie qui conduit également, comme avant-hier, comme le 13 novembre, etc., à tirer dans la foule. Et je faisais l'inventaire il y a peu là du nombre de victimes à travers le monde du fait du terrorisme. En 2013, il y en avait à peu près 18 000. L'année suivante, on était déjà à 36 000. Bon. Et quand on regarde la cartographie, on se rend compte que la plupart des pays sont concernés. Et y compris les pays de ce qu'on appelle l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Et pourquoi cela? Eh bien parce que tout ce qui s'oppose à ce mouvement totalitaire, je dis mouvement parce que c'est pas un parti, il n'y a pas d'organisation administrative comme il y avait un parti nazi avec des responsables de quartier, etc. Là, on est dans un mouvement, une espèce de vague, de tsunami, là, qui est complètement dans la visée totalitaire, anti-humaniste, destructrice, apocalyptique. Et donc, quoi faire de plus, pour démontrer que ce mouvement n'a absolument pas sa place dans un jeu démocratique, dans un pays comme le nôtre, et sur un continent comme le nôtre, dans l'Union européenne, où nous partageons globalement toutes ces valeurs. Encore un mot avec vous, Daniel Arouet. C'est intéressant de vous écouter. Après les attentats de janvier, on nous a dit vous allez voir ce que vous allez voir, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise pas. Puis il y a eu novembre, puis il y a eu Bruxelles. Pourquoi la classe politique, et je ne fais pas de distinguo entre la droite et la gauche, pourquoi la classe politique ne prend pas réellement les décisions qui s'imposent? Écoutez, le problème, si vous voulez, c'est, je vais prendre une image un peu médicale. Si vous avez une personne qui chute dans la rue, qui se brise la jambe, etc.,
vous aurez une ambulance qui viendra, on s'occupera d'elle, on l'emmènera à l'hôpital, etc. Mais si au même endroit, dans la même ville, vous avez 500 personnes au même moment dans les endroits différents qui se brisent la jambe, vous serez complètement débordés. Eh bien, là, actuellement, nous sommes débordés. Débordés par le nombre de gens qui potentiellement sont dangereux. Il y a 10 000 fichiers S en France actuellement. 2 000 personnes sont susceptibles de passer immédiatement à l'action. On sait plus ou moins où elles se trouvent, plutôt moins que plus la plupart du temps, parce qu'elles bénéficient d'un terreau favorable. Regardez à Molenbeek, par exemple. À Molenbeek, je veux dire, Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe, a pu vivre plusieurs mois. Il se promenait certainement pas dans la rue les mains dans les poches, encore que ça reste à démontrer, parce qu'on a vu Abaoud se promener en France quand même en toute liberté avant les attentats. On a vu également un autre terroriste recherché venir au résultat, c'est-à-dire se mêler au badaud pour regarder les résultats des attentats du 13 novembre. Donc on est là dans une situation qu'on a laissé se dégrader de manière exponentielle. Et le problème, c'est que maintenant, vu la taille de nos services, vu les moyens employés, vu le fait qu'on recherche toujours une aiguille dans une botte de foin, eh bien, il n'y a pas de miracle. Il n'y a absolument pas de miracle. Souvenez-vous à quel point, dans les années de plomb, quand on recherchait les militants d'Action Directe, qui étaient une dizaine à tout casser, souvenez-vous, comme le pays, la police, les services, tout le monde était mobilisé pour les retrouver. Et il a fallu des années pour leur mettre la main dessus. Imaginez, là, c'est pas 10, c'est au bas mot 2000, soutenu très directement par 10 000, plus par un terreau qui leur est plus ou moins favorable dans certains quartiers, qui en fait de véritables zones refuge. Donc ça veut dire qu'il faudra assécher tout ça, vous voyez. Et quand je dis assécher, ça veut dire couper les cordons de vitalité. Les cordons de vitalité, c'est la possibilité de se déplacer, la possibilité de se financer, la possibilité de s'armer, la possibilité d'être logé, d'être transporté, etc. Et tout ça, ça demande de reconquérir les territoires perdus de la République. Malek Bouti est extrêmement virulent sur ce terrain. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Je trouve que ce qu'il dit est exceptionnel. Kamel Daoud dit des choses aussi absolument essentielles sur la nature même de cet islam dont on ne veut pas reconnaître les caractéristiques. Donc voilà. Mais le problème, c'est que Terra Nova a dit que si la gauche voulait être réélue, il fallait, compte tenu du fait que le prolétariat avait déserté le Parti socialiste, il fallait miser sur un nouveau prolétariat qui est celui des immigrés qui traditionnellement votent plus à gauche, comme c'est parmi ces immigrés que se recrute la plus grande majorité des terroristes, sans faire de stigmatisation, comme on dit toujours, surtout ne pas stigmatiser, oui mais d'accord, mais est-ce que nous voyons des terroristes parmi les émigrés chinois, parmi les émigrés latino-américains, etc. Non, il faut appeler un chat un chat. Je ne vous renverrai pas aux formules bien connues sur la nécessité de nommer son ennemi, mais n'empêche que si on ne le fait pas, si on n'est pas capable de le dire, eh bien d'une certaine manière, on voit le bruit qui monte, qui gronde, etc. C'est-à-dire les gens, eux, constatent, attentat après attentat, de qui il s'agit, et comme les seuls qui acceptent d'en parler et de le dire, c'est le Front National, voilà, vous avez une montée du Front National qui grimpe vitesse grand V. Et c'est ça le véritable drame, c'est quand les Républicains n'acceptent pas d'appliquer une rigueur républicaine pour défendre les valeurs pour lesquelles on s'est battu pendant des décennies et pendant des siècles pour les obtenir, on va vers notre perte, purement et simplement. Daniel Erouette, merci d'avoir été notre invité sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes contrôleur général des armées. Merci, bonsoir. Bonne soirée, au revoir.